Bonjour tout le monde, c'est Maëva, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va aborder les antidépresseurs et notamment mon sevrage. Encore une fois, c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur puisque vous le savez, je vous ai partagé le fait que j'avais fait une dépression sur ma chaîne YouTube et j'en ai aussi beaucoup parlé sur Instagram. Vous avez été plutôt nombreux à me solliciter par rapport à mon sevrage pour que j'en parle plus en détail, comment ça s'est passé, etc. Aussi, j'ai l'impression que la santé mentale, c'est un sujet qui commence à être communiqué plus largement, notamment grâce aux réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de personnalités aussi qui commencent à prendre la parole sur la santé mentale et je trouve que c'est vraiment bien. Par contre, là où je trouve qu'il y a encore un gros voile et un gros tabou, c'est sur les traitements qui sont liés à la santé mentale et je parle notamment de traitements antidépresseurs qui sont encore, je trouve, assez mal connotés. Pour être tout à fait honnête, avant de prendre des antidépresseurs, j'avais moi-même une idée assez préconçue et assez négative sur les antidépresseurs, tout simplement parce que finalement, je me suis rendu compte que j'y connaissais rien, que ça me faisait peur. Et justement, à travers cette vidéo, moi, je voudrais venir démystifier tout ce qu'il y a autour des traitements antidépresseurs. C'est pas parce que vous prenez des antidépresseurs que vous êtes cinglé. Je tiens à le préciser. J'ai beaucoup trop souvent entendu des discours du type « Ah ouais, genre, tu vas mal au point de prendre des cachetons pour te soigner » ou autre chose du type « Ouais, donc moi, l'autre fois, j'ai vu machin, elle était sous antidépresseur, laisse tomber, c'était un vrai légume. » Moi, je vous arrête tout de suite. Si vous prenez des antidépresseurs et que vous êtes un légume, c'est que soit vous avez un très très mauvais psychiatre, soit c'est parce que votre traitement n'est absolument pas adapté à votre mode de vie. Du coup, moi, j'avais envie de vous parler plus en détail de mon traitement et de comment je me suis sevrée des antidépresseurs, sachant que je ne l'ai absolument pas fait toute seule. J'ai été accompagnée par des professionnels de santé. Moi, je veux tout simplement, finalement, vous partager ce qu'on a partagé avec moi, ce que les professionnels de santé ont partagé avec moi par rapport aux antidépresseurs et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à me tenir devant vous et à vous parler de ce sujet. Si je n'avais pas été sous traitement antidépresseur, je serais certainement crever la gueule ouverte, disons les choses assez clairement. Je précise également que je ne suis absolument pas un professionnel de santé et encore moins spécialisé dans ce domaine-là. Simplement, je m'y suis fortement intéressée parce que j'en ai pris, donc tout ça. Donc, si jamais vous avez besoin de précision, si jamais vous pensez que vous avez besoin d'un traitement antidépresseur, etc., je vous recommande vivement de vous rapprocher d'un professionnel de santé, à minima de votre médecin traitant et dans le meilleur des cas, d'un psychiatre ou d'un psychologue doublé d'un psychiatre. Mais consultez des spécialistes pour ce genre de sujet parce que on parle quand même de traitement, on parle de médicaments, on n'est pas sur de l'homéopathie que tu prends vite fait et même ça, tu dois demander conseil à ton pharmacien. Donc voilà. Et autre chose que je voulais vous préciser, c'est que aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Donc ce que je vais dire n'est absolument pas parole d'évangile. On est sur quelque chose de personnel et tous les êtres humains sont différents. Donc forcément, ce qui a marché pour moi, peut-être ne marchera pas exactement de la même façon pour vous. Peut-être que le traitement que j'ai pris ne sera pas le même pour vous, etc. etc. Tous les êtres humains sont uniques, c'est bien connu. Je vais juste remettre un petit peu de contexte du coup pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas. Donc j'ai fait une dépression en 2021-2022. Si vous voulez en savoir plus sur notamment comment j'ai été diagnostiquée, mes symptômes, etc., je vous renvoie vers la vidéo où j'en parle plus en détail. La dépression, c'est une maladie neurologique, je tiens à le préciser. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas quelque chose dans lequel on tombe parce qu'on a envie d'y tomber. On ne choisit pas de faire une dépression, c'est pas pour le plaisir qu'on se dit tiens, aujourd'hui j'ai pas du tout envie de me lever et j'ai envie d'aller mal pendant des semaines et de pleurer toutes les larmes de mon corps. Ce n'est absolument pas une volonté, c'est vraiment une maladie. Et puis, encore une fois, on n'est pas tous égaux face à Dame Nature, malheureusement. Il y a des gens qui ont, on va dire, un terreau plus fertile. Moi, par exemple, je fais partie de ces personnes-là, puisque de base, je suis une personne très anxieuse, et ce depuis mon plus jeune âge. Et quand je dis mon plus jeune âge, accrochez-vous les gars, ça commence vraiment limite dès tes premiers jours de vie, une fois que tu es sorti du ventre de ta mère. Apparemment, il y a vraiment quelque chose qui se joue quand on est nouveau-né et qu'on pleure beaucoup. Ça joue quand même sur les dommages, on va dire, neurologiques du bébé. Et encore une fois, je le disais, on n'est pas tous égaux face à Dame Nature, donc il n'y a pas forcément besoin de vivre des drames de malade pour faire une dépression. Malheureusement, il n'y a pas
il n'y a pas de règle. La dépression est une maladie neurologique et qui dit maladie dit traitement. Et je vais prendre un cas extrême de comparaison, mais par exemple quand vous avez un cancer, on vous traite par chimiothérapie, et bien la dépression de la même façon, pour ne pas refaire un épisode dépressif dans le futur, on préconise très souvent de passer par un traitement antidépresseur, tout simplement parce que, comme je disais, c'est une maladie neurologique, donc ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes taré ou quoi que ce soit, c'est juste que au niveau neurologique, il y a quelque chose qui ne se fabrique plus. Ce petit quelque chose, c'est en l'occurrence la sérotonine, plus communément appelée l'hormone du bonheur. J'ai fait mes petites recherches pour vous expliquer exactement ce que c'est la sérotonine. C'est une molécule qui est produite naturellement par le cerveau, qui est finalement un neurotransmetteur. Donc c'est une molécule qui permet de transmettre des informations de neurone en neurone. Et si jamais vous arrêtez d'en produire, ça a été mon cas puisque j'avais complètement perdu le goût et l'odorat. Clairement, le neurotransmetteur n'était plus parmi nous. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai été diagnostiquée. Et encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo où j'en parle si vous voulez en savoir plus. J'étais vraiment dans un stade où j'aurais pu me laisser mourir et ni mes proches, ni personne, ni rien n'arrivaient à me relever et donc j'avais besoin du coup d'une béquille. C'était obligatoire, sans ça je n'en serais pas sortie. Donc pour ma part, j'ai été mise sous paroxétine, donc 20 mg par jour pendant 1 an. Donc c'est un comprimé à prendre chaque matin. La paroxétine, c'est un traitement en fait qui vient recapturer la sérotonine et qui va aussi venir inhiber tout ce qui est anxiété, angoisse, etc. Donc la paroxétine, c'est un traitement qui vient recapturer la sérotonine et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous êtes sous antidépresseur, on va vous encourager à faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Plus vous allez faire des choses qui vont vous faire du bien et au plus vous allez recapturer la paroxétine et au plus vous allez aller bien. Il y a un risque d'accoutumance, d'autant plus que c'est un traitement qui se fait sur le long terme. Moi, on était parti sur 6 mois, 1 an. Pendant mon traitement, je suis tombée enceinte et durant les 9 mois de grossesse, je n'ai jamais arrêté mon traitement. Je précise que la paroxétine est une molécule qui est compatible avec la grossesse, donc ce n'est pas parce que vous êtes enceinte que vous devez forcément arrêter votre traitement antidépresseur. C'est quelque chose qui se discute avec le médecin et ou avec le psychiatre. Dans mon cas, la paroxétine, ça matchait très bien et j'ai eu aucun souci pendant ma grossesse par rapport au traitement et même après. Et donc on a commencé à parler de sevrage, notamment avec mon psychiatre en août 2022. Donc j'étais sur le point d'accoucher. On en a parlé parce que j'allais accoucher prochainement et du coup il était question aussi de postpartum, de potentielle dépression postpartum, etc. Donc voilà, c'était un sujet qui était quand même important et donc on m'avait bien précisé, surtout même après l'accouchement, etc., continuez votre antidépresseur. C'est important parce que avec la chute d'hormones, ça peut être assez violent. Déjà de base, quand tu vas bien et que tu accouches, c'est quand même un délire au niveau postpartum, mais alors quand en plus tu as une petite fragilité qui fait que tu as besoin d'être sous antidépresseur, c'est vraiment pas le moment de l'arrêter. On avait vraiment abordé le sujet du sevrage à ce moment-là, mais on a mis en place la démarche du sevrage finalement en fin octobre, début novembre je crois. Pour faire un sevrage, il y a forcément des conditions. La première condition, c'est la durée de traitement. Même si au bout de 3 mois d'antidépresseur, vous avez l'impression d'aller mieux, c'est pas parce que vous allez mieux que c'est le moment d'arrêter votre antidépresseur. On considère que l'efficacité optimale d'un traitement antidépresseur, c'est entre 6 mois et 1 an minimum. La deuxième condition, c'est ce que je vais appeler entre guillemets le bien-être au quotidien. Alors je dis pas que tous les jours ça doit être le monde des bisounours, que vous n'avez pas le droit de pleurer, que vous n'avez pas le droit d'être triste, etc. Évidemment, vous avez le droit, mais toujours dans une certaine rationalité. Moi, en fait, j'étais arrivée à un stade dans la dépression où un rien, mais quand je te dis un rien, ma brosse à cheveux pouvait tomber par terre, je pouvais me mettre à pleurer comme never. Oui, ça arrive évidemment à tout le monde d'avoir des petits coups de mou, même sous antidépresseur, j'avais des petits coups de mou, mais ça, j'ai envie de dire, c'était normal. Mais tant que ça reste des réactions rationnelles, c'est si globalement vous vous sentez
vous-même, que vous vous sentez normal, j'ai envie de dire, en termes d'humeur. Autre condition qui est totalement non négligeable, c'est la maîtrise des angoisses. Si vous n'avez pas ça, c'est très compliqué d'entamer un sevrage. Pourquoi? Parce que forcément, les angoisses, ça fait monter le stress. Et le stress, ça peut provoquer des rechutes au niveau de la dépression. Moi, en l'occurrence, j'étais agoraphobe, plus. Donc, on n'était même plus de l'ordre de l'angoisse, on était vraiment de l'ordre de la phobie et c'était très difficile à vivre, vraiment, ça a été très compliqué. Une des choses qui m'a aidé à maîtriser cette phobie, c'est la TCC, donc la thérapie cognitivo-comportementale. Si d'ailleurs vous voulez que je vous en parle plus en détail, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous intéresse ou pas. Et ouais, du coup, maîtriser ses angoisses, c'est quand même un facteur qui est hyper important quand on veut commencer un sevrage, parce que c'est ce genre de facteur qui peut nous faire replonger. Je dirais dernière condition, mais celle-là, elle est un petit peu incontrôlable, c'est vraiment l'absence de sujet, de contrariété ou de stress important. Évidemment, les aléas de la vie, ça arrive, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Je ne parle pas de ça. Je vais donner un exemple. Si vous êtes dans un job hyper toxique pour vous et votre santé mentale, c'est peut-être pas le moment d'entamer un sevrage, parce que du coup, il y a quand même ce facteur qui peut vous faire flancher à n'importe quel moment. Quand on a commencé mon sevrage, donc on était en novembre 2022, j'étais à la fin de mon 4e trimestre de grossesse, 3 mois après la naissance de ma fille. J'avais pas de gros sujets de contrariété puisque je finissais mon congé mat et je rentrais dans une période de chômage que pour le coup j'appelais chômage volontaire, dans le sens où j'avais dit que je me prenais 1 mois en sachant qu'il allait avoir les fêtes de fin d'année, etc. pour me poser sur mon projet pro, ce que j'avais envie de faire, etc. Donc c'était pas vraiment un moment très stressant, j'étais pas hyper chargée mentalement à ce niveau-là et c'était une période aussi où je me sentais hyper bien. Je pense que l'allaitement avait joué énormément aussi sur finalement mon humeur. Quand on allaite, on délivre de la dopamine et la dopamine, c'est un autre neurotransmetteur qui contribue fortement au bonheur. Et puis finalement, en fait, tout se passait bien autour de moi, donc je me suis sentie prête à lâcher ma béquille pour retrouver une vie sans traitement. Et du coup, on a pu entamer mon sevrage. Avant de vous parler des différentes phases de sevrage, je veux juste préciser une chose qui est hyper importante, c'est qu'il faut savoir différencier les symptômes de sevrage des symptômes de rechute. C'est vraiment deux choses différentes qui sont parfois non dissociées par les patients et qui font que du coup ils se disent « Ah bah non, je peux pas arrêter en fait, je peux pas arrêter parce que j'y arrive pas ». Vous avez les symptômes de sevrage qui sont vraiment, je vais dire, des symptômes entre guillemets physiologiques. Donc ça va être des symptômes du type fatigue, maux de tête. Moi j'avais notamment cette sensation de décharge électrique dans le cerveau, ça pouvait m'arriver, des vertiges, de la nausée. C'est des symptômes notamment que vous pouvez avoir quand vous commencez votre antidépresseur. Moi j'avais eu notamment un peu de vertige et un peu de nausée au tout début. Et en fait quand vous l'arrêtez, vous pouvez être victime entre guillemets de ces mêmes symptômes. Ça ne veut pas dire que vous ne supportez pas le sevrage, ça veut juste dire que de la même façon qu'on se sevre de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, forcément le corps il va émettre un manque et donc ça va passer par des symptômes de ce type-là. Et il faut vraiment du coup les différencier des symptômes de rechute qui sont pour le coup des symptômes finalement qui reflètent de la dépression. Donc ça va être de la grosse fatigue, le retour des insomnies, le manque d'appétit ou la baisse de morale et encore une fois de manière irrationnelle. Et en fait, si vous voyez que ce genre de symptômes s'étalent, c'est qu'effectivement vous n'étiez peut-être pas prêt finalement à commencer un sevrage. Et je tiens vraiment à préciser la différence entre ces deux types de symptômes parce que selon ce que vous allez éprouver, ça va vous donner un curseur de si oui ou non c'était le bon moment pour faire un sevrage. C'est pas parce que vous réussissez pas à un sevrage que c'est que vous êtes nul ou que c'est un échec total. C'est juste que votre cerveau n'est pas prêt et c'est pas parce que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui que vous ne serez pas prêt dans 3 mois,
c'est pas grave de repousser. Moi d'ailleurs, pendant mon sevrage, j'ai dû repousser certaines phases. Donc le sevrage consiste en fait à diminuer la dose d'antidépresseurs progressivement, et donc pour ma part ça s'est fait en 3 phases. Donc il y avait la phase 1 où je passais d'un comprimé par jour à un demi-comprimé par jour, et ce pendant 2 semaines. Ensuite il y avait la phase 2 où je devais prendre un demi-comprimé tous les 2 jours pendant 2 semaines, et ensuite la phase 3 où je devais prendre un demi-comprimé tous les 3 jours, et ce aussi pendant 2 semaines. En gros, on va dire que ça, c'est la timeline qui est posée, mais clairement, ça se réajuste en fonction de comment vous vous sentez durant le sevrage, etc., etc. Ça se discute avec le médecin traitant. J'ai eu des symptômes de sevrage qui ont été très très forts, notamment pendant la phase 2, et j'ai dû rallonger cette phase jusqu'à ne plus ressentir de symptômes de sevrage. Donc je crois que j'ai dû la rallonger de peut-être 10 jours, quelque chose comme ça. Autant la phase 1, en passant de 1 comprimé par jour à 1 demi par jour, ça m'a pas trop choqué puisque finalement j'avais un peu ma dose de paroxétine tous les jours, donc ça n'a pas trop choqué mon corps. Par contre, quand on est passé à la phase 2, au bout des 2 semaines, c'est là où les symptômes de sevrage ont été les plus forts. J'avais très souvent mal au crâne, j'avais des vertiges, j'avais pas mal de nausées aussi. Et du coup, c'est la phase où j'ai vraiment dû m'accrocher, parce que je savais que ce n'était pas des symptômes de rechute, je savais que ça faisait partie du jeu, du sevrage, mais j'ai dû rallonger un petit peu cette phase-là. Plutôt que de faire 2 semaines, je crois que j'ai fait 3 semaines et demie en phase 2, parce que les symptômes de sevrage étaient trop forts et j'avais besoin que ça diminue pour pouvoir passer à la phase 3. Mais du coup, ça m'a amené à un arrêt total d'antidépresseurs au mois de janvier, où vraiment j'avais terminé, je ne prenais plus rien. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les symptômes de sevrage peuvent être plus ou moins violents, et que c'est le moment en fait où il faut s'accrocher. La moindre contrariété peut vous faire rechuter, et en fait ce serait normal finalement, parce que déjà entamer un sevrage c'est difficile. On va pas se cacher, c'est quand même quelque chose qui demande une certaine volonté pour le coup, parce que voilà, quand on a des nausées, des vertiges, c'est pas hyper confortable, donc il faut s'accrocher, il faut vraiment s'accrocher. Si en plus de ça, on a un job de merde, ou on est hyper stressé parce que les finances ne suivent pas, ou j'en sais rien, enfin quoi qu'est-ce comme souci du quotidien, forcément en fait ça va venir rajouter du stress en plus de l'inconfort du sevrage, et du coup ça peut vous faire rechuter. Moi j'avais notamment parlé du sevrage avant mon accouchement, donc c'était je crois mi-août, fin août avec le psychiatre, et en gros le psychiatre m'avait dit pourquoi pas, mais est-ce que vous êtes sûr, parce que il va quand même y avoir l'accouchement, la chute d'hormones, etc. C'est quand même un moment où on est particulièrement vulnérable, donc le sevrage, pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Mon médecin est allé dans ce sens-là, pareil pour mon psychologue, enfin tout le monde était aligné sur le fait que entamer un sevrage alors que j'étais sur le point d'accoucher, c'était pas une très très bonne idée. Donc c'est pour ça qu'on a attendu finalement que je termine les 3 premiers mois du postpartum, parce que c'est là finalement où psychologiquement il y a beaucoup de choses qui se jouent, mais tout simplement parce que c'est un moment où la femme est hyper vulnérable. Finalement, je suis bien contente d'avoir attendu cette période-là, parce que mon sevrage en fait il a été assez smooth, et comme je disais, c'est vrai, j'ai ressenti des symptômes de sevrage, mais c'était pas des symptômes de rechute, et du coup franchement ça s'est quand même très très bien passé. Du coup aujourd'hui, commencer la vie sans antidépresseurs, honnêtement ça se passe vraiment vraiment bien. J'ai jamais ressenti le manque depuis que j'ai fait mon sevrage. De toute façon c'est un peu le principe du sevrage, l'idée c'est qu'à terme on ne ressente plus le besoin d'en prendre, et honnêtement ça se passe hyper bien. Évidemment ça m'arrive comme tout le monde d'avoir des petits coups de mou, etc., mais ça reste toujours de manière rationnelle. Ça faisait des années que je m'étais pas sentie aussi bien en fait. C'est ça dont je me suis rendu compte en arrêtant les antidépresseurs, c'est que vraiment la manière dont je me sens aujourd'hui, c'est une manière dont je ne me suis finalement jamais sentie, c'est-à-dire vraiment bien, vraiment en phase avec moi-même, et je suis contente de l'avoir fait.
Ça m'a beaucoup coûté, que ce soit les médicaments ou la thérapie. Ça m'a énormément coûté parce que c'est du travail, c'est beaucoup de travail psychologique. Mais aujourd'hui, je me sens bien, donc ça valait complètement le coup. Après, où est-ce que j'en suis au niveau des suivis psychiatriques et psychologiques? Là, j'avoue que j'ai pas été très bonne élève, pour être tout à fait honnête. On m'avait toujours dit que même après un sevrage, c'était bien quand même de continuer au moins une séance dans le mois pendant quelques mois après le sevrage. Et c'est vrai que moi, en fait, après avoir accouché, j'ai continué à voir mon médecin traitant. Par rapport à ce sujet-là. Par contre, j'ai arrêté de voir le psychiatre et j'ai arrêté de voir le psychologue. Je regrette un petit peu parce que je reste une personne anxieuse, hein, finalement. C'est comme je le disais, ça fait partie de ma nature. Donc, ouais, peut-être que j'envisagerai dans les mois à venir de reconsulter, juste déjà pour faire le point, pour aussi juste me vider la tête en fait, hein, tout simplement. Des fois ça fait du bien. Voilà, du coup cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé et informé surtout. J'espère qu'elle aura permis de démystifier un petit peu ce qui se cache derrière les antidépresseurs. J'ai essayé d'être la plus précise possible et j'ai essayé de vulgariser un maximum ma connaissance par rapport à ce type de traitement. J'espère ne pas avoir raconté trop de bêtises, mais normalement j'avais bien fait mes devoirs, je m'étais renseignée avant de filmer cette vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche, vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en voir plus. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de la joie et de l'amour. À très bientôt.